Bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui vise à démontrer que l'humanité évolue vers son ultime perfection, vers la joie, l'amour absolu, l'extase, la résolution de tous nos problèmes, de toutes nos énigmes, de toutes nos contradictions, de toutes nos pathologies. Alors évidemment, ça concerne les siècles prochains. Il faudra encore quelques siècles d'évolution, bien que l'humanité est encore loin de cela. Mais elle est loin, tout est relatif, parce que la plus grande partie du chemin, nous l'avons réalisé. Entre le moment où nous nous sommes séparés des autres primates et aujourd'hui, donc il y a quelques millions d'années, on voit les progrès qui ont été réalisés, l'évolution qui a été faite. Nous ne sommes pas supérieurs à nos cousins primates comme nous étions à l'origine. Peut-être nous fonctionnions à peu près comme fonctionne une troupe de chimpanzés à l'origine. Mais nous avons un autre destin, nous avons une autre façon d'exister, d'être au monde, avec d'autres apports. Le fait de pouvoir mettre en lumière ce monde, par exemple, de pouvoir se poser la question de pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien. Alors, on a perdu, bien sûr, quelque chose de cette origine aujourd'hui, dans cette évolution, la naïveté, la simplicité, le fait d'être dans l'immédiat, de vivre l'instant présent, de vivre voilà. Mais on a gagné aussi beaucoup de choses dans cette évolution. Et ce retour vers l'immédiat, mais un immédiat qui aura réglé les problèmes que notre cousin primate naturel ne peut pas régler, parce qu'il est dans un système où l'instinct, où la pulsion, où les tendances sont fortes. Il ne peut pas, par exemple, sortir du mécanisme d'un dominant qui est harcelé par des prétendants, jusqu'à ce qu'à un certain moment, le dominant perde un peu d'énergie, le prétendant le remplace, thésaurise tous les privilèges, comme le faisait l'ancien dominant, domine, puis d'autres prétendants le harcèlent, etc. Voilà. Et ce mécanisme-là, qui fait que le monde de nos cousins chimpanzés n'est pas sans évolution, mais son évolution est extrêmement lente. Nous avons rompu avec ce mécanisme-là. Il existe, mais on peut le travailler. Notre conscience fait que c'est encore ce mécanisme-là. C'est encore des dominants qui se remplacent et qui thésaurisent les privilèges. Mais ils le font contre les valeurs que l'humanité a déjà créées. Parce que la démocratie, c'est, par exemple, on a inventé la démocratie, et la démocratie, c'est quelque chose qui vient en contradiction exactement avec ces lois de la nature. C'est bien sûr les meilleurs qui montent, les dos argentés qui montent dans le chart pour la gouvernance, mais dans une démocratie, normalement, si ces dominants étaient vraiment conscients de ce qu'ils faisaient, s'ils comprenaient la beauté de la démocratie, l'œuvre d'art que c'est une démocratie, eh bien, ils l'appliqueraient, c'est-à-dire, ils iraient ils se feraient élire, en fait, par le peuple, mais pour faire les valeurs du peuple, pas pour faire les valeurs de l'oligarchie, qui est les valeurs du groupe dominant, en réalité. Donc, ça veut dire que notre président, là, et puis les autres qui étaient précédents, depuis qu'on est dans ce néolibéralisme absolu, là, il n'a rien compris à ce que c'est que la démocratie. Parce qu'il a privilégié
l'oligarchie. Si c'était pas le cas, il n'y aurait pas le creusement des écarts entre l'oligarchie, entre les riches et les pauvres, tout simplement. Ça, c'est la preuve indéniable qu'il n'a rien compris aux valeurs démocratiques. Et ça, c'est hallucinant, quoi. Ça veut dire qu'il n'a pas été éduqué. Ça veut dire que par le système dans lequel il est passé, peut-être par l'ENA, je ne sais pas quelles études il a fait, mais ne lui ont pas expliqué les valeurs de la démocratie, ou alors son narcissisme l'a empêché de le comprendre. Il a engrangé des connaissances sans les comprendre du tout, et avec le seul but, c'est d'aller fréquenter les dominants, donc de reproduire le schéma des primates naturels que nous étions. C'est pour ça que je dis que l'intelligence des dominants, actuellement, elle est complètement surestimée. Ils sont vraiment plus bêtes que le peuple, bien plus bêtes que le peuple qui a compris les valeurs de la démocratie, globalement. Voilà. Alors, pour démontrer un peu cette théorie de l'évolution vers la perfection, j'écoute de temps en temps, je prends appui sur des vidéos que je rencontre sur Internet. Et là, c'est sur Avec Philosophie, l'émission de France Culture, qui est consacrée au gai savoir de Nietzsche, manuel d'un retour à la vie. Voilà. On va voir un petit peu ce qu'il y a, et puis je vais me permettre de commenter, de mettre mon grain de sel là-dessus, sur cette réflexion-là, mais c'est pas le travail d'un universitaire, c'est un travail intuitif, donc il faut bien quand même aller voir si ces intuitions ont du sens, si elles en ont pas, si elles apportent quelque chose. En tout cas, voilà comment je pratique. Alors on lance et on... Janvier 1882. Nietzsche n'a pas encore 38 ans, mais il est déjà un philosophe connu, professeur aussi déjà retiré de l'enseignement. La cause, une longue maladie, celle de laquelle il vient de triompher en cet hiver 1882, celle de laquelle il revient guéri, envahi par l'ivresse, d'en finir avec la vieille métaphysique et la morale destructrice, mais surtout envahi par l'ivresse de faire advenir une nouvelle science. Son nom, le gai savoir, condensé et exposé en un livre de 383 aphorismes. De cela, bien sûr, nous ne pourrons en lire que quelques-uns cette semaine, de quoi, malgré tout, faire naître l'espoir pour nous, lecteurs et lectrices, d'une même guérison. Bon, tout va très bien. Il n'y a absolument rien sur ces radios. Et vos examens sont bons. Je vous avoue que j'étais inquiet étant donné vos symptômes. Je m'interroge encore sur ce qui a pu occasionner cette surdité partielle d'une oreille. Mais quoi que cela puisse être, c'est en tout cas sans aucune gravité. Vous m'envoyez soulagé. Pourquoi cette musique? Ça, comme j'écoute la nuit, souvent. Bonjour Patrick Bottling. Bonjour Géraldine. Vous êtes professeur à l'université. Souvent, j'écoute la nuit et donc je mets un son, etc. Puis je m'assoupis, je m'endors, évidemment. Et d'un seul coup, je suis réveillé parce que au milieu de ces vidéos de philosophie, il y a une musique complètement avec un son. Je vais écrire à France Culture pour leur dire au moins qu'ils le mettent bas ce son et celui qui veut l'écouter fort, il l'augmente. Mais à chaque fois, ça me surprend, etc. Bon, bref, mes nuits sont agitées. Université de Reims, directeur du groupe international de recherche sur Nietzsche. Vous avez traduit les textes de Nietzsche, vous avez publié de nombreux ouvrages sur Nietzsche. Vous dirigez la nouvelle édition des œuvres complètes de Nietzsche, à paraître en novembre chez Flammarion. On peut dire donc que vous connaissez tout de Nietzsche, donc le gai savoir. Qui était Nietzsche en 1882? Qui connaît Je serais présomptueux. Oui, voilà, ça c'est un vrai prof de philo. Un personnage totalement différent de ce que... Voilà la différence entre un prof de philo et quelqu'un qui anime une émission de philosophie.
il y a la différence, elle est dans le degré de narcissisme qui pousse quelqu'un à aller s'investir dans mais c'est pas une critique, hein, parce que c'est ce qui fait que, ben voilà, hein, on a besoin de tous pour faire ce monde. Chacun est absolument nécessaire et vital. Et donc, voilà. Mais, et c'est ce qui me fait dire que dans les médias, une grande partie de ceux qui se présentent, qui animent, qui sont les animateurs de ces choses, viennent utiliser les médias en règle générale pour une partie, pour soigner justement un excès de narcissisme que le peuple, les gens vont, par la critique, en les critiquant, etc., vont raboter un petit peu ce narcissisme pour le rendre humain, quoi, d'une certaine manière. Et donc, il devrait payer le peuple pour ce soin que le peuple leur produit. Nous montre habituellement, c'est-à-dire un universitaire, ex-universitaire, qui a, vous venez de le dire, abandonné ses fonctions pour raison de santé, à cause de maladies graves. Donc en 79, après avoir déjà dû s'interrompre à plusieurs reprises, il démissionne définitivement de l'université de Bâle, où il avait été accueilli avec éclat, du reste sans même avoir soutenu de thèse. C'est un cas tout à fait unique dans l'université. Et depuis, bien, comme il se décrit lui-même, c'est un fugitif. Alors, c'est pour dire, j'ai fait une vidéo précédente, vous pouvez la retrouver sur Nietzsche, où à partir du livre de Peters, Ma sœur, mon épouse, consacré à Lou Andrea Salomé, et où j'essaye de donner une interprétation de cette maladie, des maladies, des symptômes dont parle Nietzsche. Quel est voilà, ça donne un autre point de vue sur ces... Ferrand qui erre un peu à travers l'Europe, surtout le sud de l'Europe, pour d'abord essayer de trouver des endroits qui soient propices au rétablissement de sa santé, car c'est quand même quelqu'un qui est gravement malade. Il est malade de quoi ? Ne sait pas, justement, il n'en sait rien. Les médecins n'en savent guère plus. Ça se manifeste par toute une série de pathologies très lourdes, des douleurs. D'abord, Nietzsche est quasi aveugle. Il faut savoir ça depuis longtemps, depuis sa jeunesse. Mais en outre, il subit des douleurs oculaires, des douleurs digestives, des crises de vomissement, des paralysies, des choses qui sont vraiment, vraiment terribles. Et donc, il mène une vie assez modeste. Il vit de la pension que l'université de Bâle continue de lui allouer, en essayant d'être lui-même son propre médecin, ce qui est une situation... C'est pas forcément la meilleure solution. Mais si, justement, au contraire, à mon sens, c'est peut-être la meilleure idée pour lui d'être, parce qu'à l'époque, ces symptômes étaient sans doute liés à sa façon de vivre l'existence. C'était sans doute quelque chose qu'il avait du mal à supporter. Sa sensibilité, son hypersensibilité avait du mal à supporter cette vie, et donc ça se transformait en symptômes. Et à l'époque, c'était pas encore complètement éclairé, ce genre de choses. Donc lui, dans son hypersensibilité, connaissait peut-être bien mieux que quiconque ce qu'il vivait, ce qu'il ressentait, etc. Alors évidemment, il a écourté sa vie avec les médicaments, les panacées qu'il a utilisés, mais bon, c'était son destin. Mais comme les médecins, il en consulte un certain nombre, n'arrivent pas à voir exactement ce qui se passe, ce qu'il a, et il essaie pour survivre, simplement de manière acceptable, disons, de jouer sur les conditions climatiques en particulier, etc. Et puis, parallèlement, il mène évidemment son existence de réflexion philosophique personnelle, alors délié de toute contrainte. Il n'est plus universitaire, il n'a plus de contrainte d'aucune sorte, il peut penser comme il l'entend. Voilà, c'est Nietzsche. Et ça, c'est sans doute ce qui l'a sauvé, qui lui a permis de vivre quelques années supplémentaires, parce que la pression qu'il devait avoir en tant que professeur, avec ce type de caractère bien particulier qu'il avait, devait être insupportable pour lui. Et donc,
d'avoir été libéré. Là, il faut remercier l'université et la Suisse de lui avoir alloué cette pension et de lui avoir permis d'avoir cette liberté qui lui a permis d'écrire sur la liberté et faire cette œuvre qui est gigantesque. C'est ça, c'est ce personnage tout à fait à part, qui n'a pas d'équivalent dans la philosophie occidentale, qui va errer pendant une dizaine d'années entre la Suisse, l'Italie, le sud de la France. Il mettra quasiment plus les pieds en Allemagne, il y retournera très très épisodiquement. Il est d'ailleurs très critique envers l'Allemagne dans le Guet-Savoir. Plus que critique, il est assassin, absolument assassin à l'égard de l'Allemagne et de ses compatriotes et de ce que l'Allemagne est devenue. Et voilà, et ça c'est aussi une des qualités qu'on doit relever sur Nietzsche, parce que c'est plutôt, il critique avant tout sa communauté, son système, etc., etc. Il ne se permet pas de critiquer l'extérieur avant de critiquer lui-même. Et ça, c'est très novateur et c'est quelque chose sur lequel on devrait prendre exemple. Parce que critiquer autrui, par exemple, en ce moment, bon, on le sait, on critique l'islam, etc., dans les médias au moins de l'oligarchie. On critique l'islam sans critiquer sa propre communauté, c'est-à-dire le christianisme. Et ça ne peut pas être entendu. C'est comme quand dans un couple, on dit à l'autre « tu vois ce que tu m'as fait », sans parler de sa propre responsabilité. L'autre ne peut pas l'entendre, évidemment. Donc c'est quelque chose qui doit passer par la critique de soi-même d'abord, et de son groupe, de son système, pour pouvoir après dire vous aussi, etc. Mais voilà. Notamment après la guerre franco-prussienne. Sinon, c'est un système de domination. Le règne de Bismarck, etc. Mais qu'est-ce qui anime Nietzsche quand vous dites, Patrick Voetling, qu'il veut continuer sa réflexion philosophique, et qu'est-ce qui l'anime en particulier dans le Guet-Savoir, qu'on peut vraiment lire comme un texte d'exaltation, d'ivresse. Nietzsche est guéri et il veut guérir l'humanité. Il se voyait comment? Comme un philosophe, comme un prophète, comme un médecin? Il se voyait comme un philosophe, vous avez parfaitement raison, il y a de l'ivresse, il y a de l'enthousiasme. Et l'ivresse et l'enthousiasme, quand on sort d'une maladie ou de quelque chose, c'est quelque chose de fondamental et qu'on doit d'ailleurs regarder, parce que ces émotions, les émotions de la vie, elles parlent sur le sens de la vie, sur l'orientation qu'on donne à l'existence. Si on préfère la joie à la peine, c'est que progressivement cette énergie nous conduit vers la joie. Si on préfère la vérité à la non-vérité, ben, l'ensemble de cette énergie nous conduit vers la joie. Si, comme les Grecs l'affirmaient, tout être humain vise à atteindre le souverain bien, c'est-à-dire le bonheur absolu, eh bien cette énergie de l'humanité, des 8 milliards d'êtres humains qui est là, progressivement, peu à peu, alors on ne s'en rend pas compte parce que l'évolution elle est lente, mais cette énergie, ce désir de bonheur plutôt que désir de malheur, nous conduit automatiquement vers la perfection dont je parle sur la mécanique universelle. Dans ce livre, un enthousiasme qui est appuyé sur de la rationalité, c'est ça qui est très original dans la position de Nietzsche. Et ce qui l'anime fondamentalement, c'est une insatisfaction à l'égard de la manière dont la philosophie a été pratiquée jusqu'à présent. Nietzsche considère que les philosophes ont en réalité trahi l'idée de philosophie. Ils n'ont pas été aussi radicaux, aussi exigeants qu'ils auraient dû l'être et qu'ils le prétendaient. Voilà, alors on va arrêter là pour cette vidéo. Mais ça donne toute l'opportunité de pouvoir en faire une autre sur cette exigence. Et il a raison, partiellement, il a raison. Et c'est là où on va rentrer vraiment dans la critique de ce travail qui est majeur, qui éclaire des pans très très importants, mais qui, à mon sens, comme tout excès, amène aussi un excès qui ne peut pas être
donné comme directive à l'évolution de l'humanité complètement. Quand il veut écarter la morale, voilà, il minimise le travail de Socrate, de Platon. Il fallait critiquer, évidemment, à ce moment-là, c'était très important, critiquer la religion, critiquer c'était logique à l'époque, la religion était vraiment impactée encore dans la société, mais et maintenant d'ailleurs c'est plus le cas. Ceux qui tirent sur la religion, c'est un peu comme s'ils tirent sur une ambulance, ça a plus vraiment un intérêt. Maintenant, là où, à mon sens, on doit tirer, c'est sur le néolibéralisme, sur les excès du capitalisme, sur le retour vers le nationalisme, etc., des choses comme ça. Bon, bref, ça sera pour la prochaine vidéo. Je vous remercie de votre écoute, de votre présence que je sens tout le temps, même si elle est insonore. Et merci pour les petits commentaires que vous mettez parfois. Et si vous pensez que ça a un peu d'intérêt pour que le fait de connaître, de se poser la question de où va l'humanité, si vous pensez que c'est important que l'humanité commence à se poser cette question maintenant, qu'elle commence à comprendre que l'humanité a un sens, que nous-mêmes, chaque être humain a un sens dans cette humanité, que donc ça redonne du sens à la vie, à l'humanité, au lieu d'avancer comme ça à l'aveugle avec toutes les pathologies que ça induit, le fait de ne pas comprendre ce qu'on fout sur cette planète, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on vient foutre, et on traverse la vie comme ça, sans se poser de questions, sans rien comprendre. Pour moi, c'est assez désastreux. Et donc, si vous pensez que ça a un peu d'intérêt, vous mettez des pouces, comme ça ou comme ça, peu importe, c'est selon votre goût. Et je ne veux pas vous influencer dans ce sens. Vous pouvez vous abonner, ça augmente la visibilité. Envoyez le lien à vos amis. Vous pouvez laisser des commentaires, bien sûr, c'est clair. Et puis, allez visiter le site mécaniqueuniverselle.net, où depuis 25 ans, je développe cette théorie. Voilà, cette théorie atypique, voilà, et TSA. Merci de votre écoute, à très bientôt. Au revoir.